Chers amis, leur projet, faire disparaître les médias indépendants avant 2027. Aujourd'hui, Emmanuel Macron propose de labelliser les bons médias. Et derrière ce mot se cache un plan scandaleux. Décider de ce qui est fiable et de ce qui ne l'est pas. Créer une censure globale. Totale. C'est une attaque violente contre le pluralisme. Regardez TV Liberté. Suppression de nos comptes bancaires. Perte massive de dons qui est le nerf de la guerre. On essaie encore de nous étouffer financièrement parce que nous gênons. Et l'avenir dira si des services de l'État, normalement dédiés à la sécurité, ont pu intervenir pour tenter de tuer notre chaîne. Voilà la méthode contre TVL, frapper au porte-monnaie et ainsi faire taire ceux qui ne se plient pas. Si l'on nous attaque, c'est que nous avons de l'audience et de l'influence. Chaque don, chaque soutien devient alors une victoire contre ceux qui veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, le combat est clair. Défendre TV Liberté, c'est défendre la liberté des médias alternatifs. C'est défendre notre droit à une information non soumise à un label du pouvoir macroniste et des réseaux de l'ultra-gauche. Nous ne plierons pas, on ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Avec vous ? Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, les négociations russo-ukrainiennes semblent s'enliser, tandis que la solidarité des Européens envers l'Ukraine commence à se fissurer dangereusement pour Kiev. À Paris, les négociations budgétaires se poursuivent avec un accord qui pourrait être trouvé et épargner le 49.3 et les ordonnances au gouvernement. Et enfin, retour sur le scandale de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école avec Anne Sicard, députée Identité et Liberté. Les États-Unis sont-ils sur le point de lâcher l'Ukraine tandis que les Européens se divisent sur le sujet? C'est l'ambiance qui ressort de ces derniers jours où chacun semble jouer son va-tout, y compris Emmanuel Macron. Nicolas de Lamberterie. Les États-Unis sur le point de trahir l'Ukraine. Voilà le leitmotiv qui tourne en boucle depuis quelques jours dans les médias mainstream francophones. Si cette rengaine est régulièrement reprise depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, on l'entend toutefois avec une insistance tout à fait inédite depuis quelques jours. Les réunions successives de négociations qui ont lieu par l'entremise des États-Unis d'Amérique n'ont certes toujours pas permis de trouver de compromis entre Moscou et Kiev, mais on sent que le conflit est susceptible de s'arrêter prochainement. Mais cette hypothèse, bien que sur la table, n'est pas la seule option. En effet, le refus de la partie ukrainienne, en recul sur le terrain, de faire des concessions, semble inciter Moscou à faire monter les enchères. Il y a donc eu le refus ukrainien du plan américain en 28 points, perçu par les médias occidentaux comme une concession maximaliste faite à la Russie, mais interprété à Moscou comme un point de départ minimaliste des négociations de règlement du conflit ukrainien et de normalisation des relations entre la Russie et l'Occident. Et depuis ce refus ukrainien, la rhétorique russe ne parle plus seulement du Donbass, exigence minimaliste de la Russie, mais aussi de la Novorossia, ou Nouvelle-Russie, qui est susceptible d'englober davantage que les 4 oblasts dont Moscou revendique l'annexion, mais pourrait également inclure la ville portuaire d'Odessa. Bien évidemment, la réalité de la ligne de front semble pour le moment très éloignée de tels objectifs, mais il n'est vraiment pas à exclure que cela puisse changer en 2026. En effet, l'Ukraine est maintenue sous perfusion financière de ses alliés occidentaux, et l'arrêt de cette aide économique pourrait très soudainement mettre le pays en cessation de paiement. On évoque souvent une somme de 70 milliards d'euros nécessaires au fonctionnement de l'Ukraine en 2026. Or, les États-Unis ont décidé de cesser de financer l'Ukraine, et les Européens sont actuellement à sec pour pouvoir débloquer aussi rapidement une telle somme. Et c'est bien la raison pour laquelle Bruxelles lorgne sur les avoirs russes gelés en Europe et rêve tout simplement de les saisir pour financer l'Ukraine. Sauf que voilà, la Belgique est extrêmement hostile à cette possibilité, étant donné que l'argent russe gelé s'y trouve, et que la petite Belgique pourrait avoir à rembourser cette somme de 140 milliards ultérieurement. Et si les Européens semblent mettre la pression sur le gouvernement belge pour autoriser la saisie de cet argent, personne ne veut s'en porter garant
dans l'éventualité où il faudrait un jour le rembourser aux Russes. Résultat des courses, plusieurs ministres belges évoquent maintenant publiquement leur refus en invoquant l'impossibilité d'une victoire ukrainienne dans la guerre, une rhétorique tout à fait nouvelle. Dans le même temps, l'Italie a annoncé qu'elle souhaitait temporiser avant de rejoindre le programme Pearl, un programme de l'OTAN visant à l'achat d'armes pour l'Ukraine, évoquant les négociations de sortie du conflit ayant actuellement lieu. En clair, un certain nombre de pays européens se mettent sur la défensive, soit pour essayer d'arrêter les frais, soit pour éviter de faire une erreur qui serait coûteuse à long terme. Pendant ce temps, la partie ukrainienne, qui semble acculée dans une situation bien difficile, poursuit ses opérations asymétriques au risque de froisser de nombreux partenaires. Ces derniers jours, les forces armées ukrainiennes ont fait usage de drones navals pour frapper 2 tankers russes qui se trouvaient à proximité des côtes turques. Un événement qui a très fortement déplu au président turc Erdogan. Par ailleurs, une autre attaque ukrainienne contre une installation énergétique russe a suscité la colère du Kazakhstan, qui est copropriétaire de cette installation absolument vitale pour les exportations énergétiques d'Astana. Et enfin, dans les dernières heures, les forces navales roumaines ont détruit un drone naval ukrainien qui leur semblait être à la dérive. Les Roumains, connus pour leur atlantisme, sont historiquement craintifs de la Russie et sont sans doute ceux qui redoutent le plus l'éventualité d'une avancée jusqu'à Odessa de la Russie, puisque cela mettrait la Russie à leurs frontières. Du côté de la ligne de front, peu de changements sont à signaler. Les Russes continuent leur offensive autour de Gouya et Poyet, dans le but d'encercler progressivement la ville avant de donner l'assaut. Les combats se poursuivent dans l'agglomération de Pokrovsk-Mirnograd, qui n'est toujours pas tombée. Plus à l'est dans le Donbass, les Russes ont revendiqué la prise de 2 petits villages au nord de la ville de Konstantinovka, une des villes forteresses sur lesquelles les Russes butent depuis 4 ans. Enfin, les forces armées ukrainiennes semblent avoir mené avec succès une contre-attaque dans la ville de Kupiansk. Difficile toutefois de dire si la position sera durablement tenue pour les Ukrainiens ou s'il s'agit d'engranger un succès provisoire pour convaincre les alliés de l'Ukraine de maintenir leur soutien. Et dans le dernier carré des soutiens, on retrouve évidemment Emmanuel Macron, qui, depuis la Chine, répète qu'il faut maintenir à tout prix le soutien à l'Ukraine et la pression sur l'économie russe. Des propos qui sonnent creux, même si le président de la République semble vouloir jeter ses dernières forces dans une volonté de remobiliser les Européens. Mais il est bien peu probable que les gesticulations d'Emmanuel Macron n'infléchissent le cours de la guerre et de la paix, tant le crédit qui lui est accordé en politique intérieure qu'en politique extérieure semble des plus déclinants. Le cornu à la manœuvre pour faire passer son budget, c'est un exercice d'équilibriste auquel se prête le gouvernement qui pourrait tirer son épingle du jeu. Je rappelle quand même que c'est la première fois depuis 2022 que la discussion d'un PLFSS peut aller jusqu'au bout. Et donc c'est un exercice qui n'a pas été fait depuis maintenant plus de 3 ans. Le cornu parviendra-t-il à obtenir le vote d'un budget là où ses prédécesseurs ont tous échoué ? C'est l'un des scénarios sur la table en pleine négociation budgétaire pour adopter le budget de la sécurité sociale pour 2026, connu sous le nom de projet de loi de financement de la sécurité sociale ou PLFSS. Ce texte est important car il définit les recettes et les dépenses de la Sécu qui couvrent les assurances maladie, vieillesse, famille et accidents du travail. Sans majorité absolue à l'Assemblée nationale, l'exécutif doit composer avec son socle commun, fragile, incluant des députés de Renaissance, du Modem, d'Horizon, des Républicains et même désormais du Parti socialiste. Le PS, conscient du fiasco annoncé en cas de dissolution pour ses troupes, a admis des compromis en cohérence avec la ligne de conduite qu'il suit depuis plusieurs semaines maintenant. Le député Jérôme Guedj l'a expliqué dans l'hémicycle sur la question de la CSG, la contribution sociale généralisée, un impôt qui est devenu le sujet principal dans les travées de l'Assemblée depuis quelques jours. Ce n'est pas l'idéal. Merci. Ce n'est pas l'idéal. C'est une trajectoire qui est potable, député. mais qui justifie que nous approuvions la trajectoire. Pas idéal, mais potable, une position de compromis pour sauver les fauteuils roses au Palais Bourbon. Une stratégie qui permet aux insoumis de jouer la carte habituelle du jusqu'au-boutisme. Les troupes de Jean-Luc Mélenchon étant prêtes à retourner aux urnes, même si rien ne leur assure que sans union des gauches, ils préserveront autant de sièges. Mais en cas de soutien du PS au budget, être contre ne coûte rien, si ce n'est de passer pour l'opposition la plus pure. Le député Adrien Clouet a donc assuré le spectacle. Alors que tout le monde comprenne bien, on est rentré dans l'hémicycle
Oui, j'entends le mot magouille, évidemment, mais ça, à la limite, c'est depuis le début. Mais on est rentré dans l'hémicycle, il y avait un vote qui était acquis de cette Assemblée nationale pour créer une CSG sur le capital qui rapportait 2,8 milliards. Ça, c'est le point de départ de la discussion. Bah si c'était acquis, on l'a voté, on vous a battu, donc ça s'appelle de l'acquis. Hein. Ça s'appelle un vote parlementaire, et si c'était pas à apprendre, on vous expliquera. Mais au terme d'un très long dîner, oui, avec M. Wauquiez notamment, mais moins cher que d'habitude, on arrive à une proposition gouvernementale qui rapporte 1,5 milliard seulement. Donc 1,2 milliard ont disparu dans la nature. Nous devons rester sur la hausse de la CSG capitale et ne rien lâcher aux magouilles de dîner du gouvernement avec une partie de la droite. Côté Rassemblement national, le député Laurent Jacobelli dit s'attendre à tout avec le gouvernement qui, selon lui, fera contre la volonté du peuple dans un petit jeu qui s'apparente à une opération de survie de l'exécutif. Écoutez, avec le gouvernement issu de la Macronie, tout est possible, mais le Premier ministre a promis pas de 49.3. Mais vous savez au final que ce soit un 49.3 ou avec une loi spéciale, c'est quand même contre la volonté du peuple. Le seul avantage, j'allais dire, du 49.3, c'est que le Premier ministre peut sauter. D'ailleurs, il le sait. C'est peut-être pour ça qu'il n'utilisera pas le 49.3 et c'est pour ça qu'il fait une alliance avec les socialistes. Ils se tiennent mutuellement. Ils ne font pas sauter le Premier ministre, ils ne dissouent pas l'Assemblée et donc les socialistes restent en place. Clairement, ce budget ne sera pas voté, il passera probablement en force de la part du gouvernement. De quelle manière ? À la limite, peu importe. Au-delà de la manœuvre politicienne, le député RN déplore la place que prennent les socialistes dans le jeu parlementaire et politique en dépit de leur manque de représentativité en France. Oh, il n'y a plus aucune majorité et le Premier ministre tient, vous savez, comme ces jongleurs chinois, il passe d'une assiette à l'autre qui tourne en permanence et ça peut s'écrouler à tout moment. Aujourd'hui, il tient avec les socialistes. Voilà où on en est. Un parti qui a fait 1,75% à la présidentielle dirige la France, il dirige la Cour des comptes, il dirige un certain nombre de hautes juridictions et puis il dirige le gouvernement. C'est triste pour les Français, il est temps que tout ça se termine. Laurent Wauquiez, lui, qui avait affirmé qu'il refuserait toute hausse d'impôts, a déjà reculé en admettant cet accord. Partant d'une position intransigeante, il est finalement rentré à la niche. Donc pour nous, c'est une très grande avancée par rapport à ce qui était attendu. Donc on va contribuer à ce qui va nous permettre d'avancer dans une bonne direction. Pour autant, je le redis, ça reste un impôt. Vous connaissez la position de notre groupe qui est hostile aux impôts, mais on prend en compte l'avancée qui est importante en direction d'une préservation de l'épargne des classes moyennes. À droite, des voix comme celle de Michel Barnier refusent néanmoins le texte, regrettant un manque de maîtrise des dépenses et la suspension de la réforme des retraites. Horizon menace aussi d'abstention et la droite pousse pour des réformes plus fortes comme augmenter le temps de travail. C'est toute la complexité du rôle de Sébastien Lecornu qui devra ménager le PS et LR qui ont des aspirations de façade différentes ou qui doivent en tout cas envoyer des signaux différents à leurs électeurs respectifs. Car c'est bien là la clé de tout le débat budgétaire et de tous les débats qui se dérouleront dans les mois à venir au Parlement. Dans le fond, cette affaire très technique intéresse moins que la perspective de la présidentielle de 2027, sur laquelle tous les yeux sont rivés. Si le gouvernement parvient à passer par un vote, il renforcera sa légitimité, ce qui n'est pas du luxe vu sa majorité. En cas de rejet, la Sécu fonctionnerait sur les bases de 2025, mais avec un déficit explosif et des tensions sur les hôpitaux ou les EHPAD, ce qui pourrait être mis sur le dos des opposants qui ont refusé le compromis. L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école, une lubie sociétale qui ne passe pas. Anne Sicard, députée Identité et Liberté, est montée au créneau après des propos choquants d'une intervenante à ce sujet, Édouard Chano. Je dis ça parce que moi je suis enseignante, j'ai fait plusieurs niveaux et j'ai découvert, en étant enseignante de maternelle, que beaucoup d'enfants de 3, 4, 5 ans touchaient leur partie intime très régulièrement. On n'appelle pas ça de la masturbation à cet âge-là, mais plutôt de l'autostimulation. Et c'est une façon pour eux soit d'avoir du plaisir, soit de se détendre, soit de se déstresser. En tout cas, c'est quelque chose qui leur fait du bien. Et donc, il faut, à cet âge-là, leur expliquer que c'est très chouette de toucher son corps, que ça donne des sensations super agréables, mais que c'est l'intimité et qu'il faut le faire dans sa chambre, dans son bain, quand on est tout seul. Et surtout, qu'ils sont les seuls à pouvoir toucher à cet endroit-là. C'est sur le podcast Histoire crépue que l'enseignante Lulita Rive estimait qu'il faut parler de sexualité, du rapport au corps et au plaisir aux enfants dès la maternelle.
Désirant prévenir les violences sexuelles, elle raconte avoir voulu éduquer ses élèves de maternelle, pourtant exclus du programme EVARS. Des propos immondes pour le député ID-Liberté Anne Sicard, qui a dénoncé sur X le 3 décembre une promotion de la masturbation s'apparentant à de la corruption de mineurs et demandé au ministre de l'Éducation nationale de suspendre l'enseignante, mais aussi le programme EVARS d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Cette enseignante, je lui reproche de tenir des propos à des enfants qui ne sont pas des propos que l'on tient à des enfants de cet âge-là. Elle révèle en fait que par le programme EVARS, on peut en fait tenir des propos qui sexualisent en fait des enfants qui sont tout jeunes. Elle parle de masturbation en fait, elle déguise ces termes, elle n'emploie pas ce terme-là, mais dire à des enfants que c'est très chouette de toucher leur partie intime et que ça peut procurer des sensations agréables, c'est la promotion de la masturbation. Donc moi en tant que députée, il est normal, je porte la voix de milliers de familles qui sont inquiètes de l'hypersexualisation des enfants, qui sont inquiètes de la mise en place du programme EVARS dans les conditions dans lesquelles il est mis en place. Entré en vigueur à la rentrée scolaire 2025, le programme EVARS reste pour le moins polémique. Il prévoit au moins 3 séances annuelles dans toutes les écoles, collèges et lycées par groupe d'âge. Le 2 décembre dernier, l'État français a été condamné par la justice administrative pour avoir tardé à organiser les séances alors qu'elles étaient prévues par une loi de 2001. Une faute, selon le tribunal, et une victoire pour les associations de gauche Planning Familial, SOS Homophobie et le SIDAction. Le lendemain, à l'Assemblée, une petite vingtaine de députés, dont Gabriel Attal et Mathilde Panot, ont suivi une séance EVARS pour se familiariser avec ce programme destiné à remettre en cause donc ce que la gauche appelle les stéréotypes sexistes. Mais en pratique, sous couvert d'éducation à la sexualité, le programme EVARS ouvre la porte à la théorie du genre et à des pratiques sexuelles, selon Anne Sicard, qui fustige une idéologisation croissante et surtout une accumulation d'affaires inquiétantes. On ne peut pas être dans le flou pour quelque chose qui touche à l'intimité et à des choses aussi sérieuses pour les enfants. Donc il y a eu plusieurs alertes dans la mise en place de ce programme EVARS. Là, il y a le problème de cette institutrice qui tient les propos que vous savez dans la vidéo. Mais il y a eu le problème, il y a quelques mois de ça, la révélation d'un intervenant EVARS qui en fait avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques. En Lozère, c'est quand même incroyable que ce scandale ait été révélé par la presse et non pas par le tamis de l'éducation nationale. Ce n'est pas l'éducation nationale qui a vérifié les antécédents de ce monsieur et qui a découvert qu'il avait été condamné pour, encore une fois, détention d'images pédopornographiques. On a eu aussi l'affaire du livre le plus important au monde, que j'ai la même chose dénoncé avec mon collègue Roger Chudeau, un livre qui n'est pas officiellement utilisé comme support pour EVARS, mais qui est à disposition dans tous les centres de documentation pour les élèves à partir de 9 ans. Un livre qui a des images qui sont assez choquantes, un livre qui en fait parle de sexualité, qui parle de sexualité au téléphone, qui parle des tas de choses pour des enfants de 9 ans. 3 alertes, ce qui commence à faire beaucoup selon Anne Sicard, qui appelle à signer la pétition d'identité-liberté contre le programme EVARS et dénonce une mainmise sur l'éducation et un endoctrinement dès le plus jeune âge. Nous ne sommes pas opposés à une prévention, évidemment, mais dans un cadre très défini, avec des contenus connus et surtout que les parents soient associés à ce programme et ne soient pas, parce qu'on a l'impression que le programme EVARS, finalement, c'est en opposition avec les parents. Or, chaque famille a le droit, dans ce domaine-là, de transmettre à ses enfants ce qu'elle pense. Et ce n'est pas à l'éducation nationale d'imposer nationalement une méthode pour des sujets aussi sérieux. Il s'agit parce qu'il y a une vision quand même idéologique du corps, une vision idéologique des relations dans ce programme EVARS qui ne nous satisfait absolument pas. Et qui est, encore une fois, je pense, un danger pour les enfants et pour les futurs adultes qu'ils seront. Anne Sicard veut dépolitiser le programme en recrutant non pas des militants d'extrême gauche, mais des infirmières, qui sont à l'heure actuelle 8000 pour 12 millions d'élèves. Des infirmières qui sont, selon l'élu, en première ligne sur une éducation sexuelle qui devrait davantage se concentrer sur la prévention auprès des adolescents.
Passons à présent à l'actualité en bref en France. La dictature sanitaire s'invite à la ferme. Mardi, à Pouilly-Français dans le Doubs, 82 vaches ont été abattues. Le motif, un de ces animaux a été déclaré porteur de dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale non transmissible aux hommes et qui n'affecte que les bovins. Le symptôme de la maladie n'est apparu que sur une seule vache le 28 novembre, soit 36 jours après la vaccination. À l'appel des syndicats Coordination Rurale et Confédération Paysanne, des manifestations ont eu lieu pour s'opposer à cet abattage qui ruine tout un élevage, un secteur par ailleurs en danger à l'approche de l'accord UE-Mercosur. 175 gendarmes ont été déployés sur la ferme du Doubs où des agriculteurs et voisins s'étaient rassemblés. Pas de charité pour les réacs, c'est un slogan qui a été affiché jeudi soir dans les rues de Paris devant la Nuit du Bien Commun qui se tenait aux Folies Bergères. Tirs de mortier, insultes. Qu'est-ce qui a déclenché la colère de la CGT, de l'Union syndicale solidaire, de Attac et de divers groupuscules? Une soirée de levée de fonds pour diverses associations telles que À part Autisme ou Handi Chien qui œuvrent pour les personnes handicapées, la Maison de Tom Pouce venant en aide aux femmes enceintes ayant besoin d'aide matérielle, ou encore Parents Vacances qui permet de favoriser le départ en vacances de familles précaires. Autant d'initiatives jugées insoutenables par les manifestants, au motif que la Nuit du Bien Commun a été cofondée par Pierre-Édouard Stérin, homme d'affaires qu'ils exècrent car trop conservateur. L'ambiance n'est pas à la fête dans les négociations salariales. Pour 2026, l'augmentation moyenne des salaires en France est de 1,7%, selon une étude du groupe Alpha qui a comparé les 143 premiers accords signés dans les entreprises pour l'année à venir. L'augmentation est donc moindre par rapport à l'année précédente, la moyenne était de 2,3%. Dans plusieurs entreprises, la CGT a appelé à la grève. Ainsi, les salariés de l'opticien Essilor-Luxottica se sont mis en grève vendredi 28 novembre sur la plupart des sites du groupe à Nantes, Dijon ou Ligny-en-Barrois dans la Meuse. Le même jour, une quarantaine de salariés de l'enseigne Zara ont manifesté à Paris. Ce vendredi, ce sont les salariés de Moët & Cie, la filière vin et spiritueux du groupe LVMH, qui sont appelés à la grève par la CGT. La fin d'une époque, la chaîne télévisée Game One a diffusé sa dernière émission en direct mercredi après 27 ans d'existence. Lancée en 1998 par Canal+ et Infogrames, elle s'intéressait essentiellement aux jeux vidéo, avant d'ouvrir son éventail de programmes à la culture numérique et la culture dite geek. La chaîne ferme le 31 décembre, victime de la restructuration de Paramount après sa fusion avec Skydance. Une partie de l'équipe de Game One, celle qui présentait l'émission Team G1, a déjà annoncé un retour en 2026 sur la plateforme Twitch via la chaîne. Bientôt de nouveaux pandas à Beauval. Vendredi, le directeur du zoo situé dans le Loir-et-Cher a annoncé que la Chine enverra des pandas en 2027 au plus tard. Des jumelles nées en France se trouvent toujours au zoo de Beauval après le départ de leurs parents fin novembre vers Chengdu en Chine. Le partenariat entre le zoo de Beauval et le centre de Chengdu, qui arrivait à échéance en 2027, va être reconduit pour 10 ans. L'actualité internationale en bref. L'isolement de la Russie, le mythe rattrapé par la réalité. Vladimir Poutine est arrivé à New Delhi jeudi pour une visite d'État de 2 jours. Malgré les sanctions américaines imposées par Donald Trump avec des droits de douane à 50% sur les produits indiens, l'Inde refuse de rompre avec Moscou, partenaire historique. Au menu de la visite de Poutine, nouveaux contrats d'armement portant notamment sur les Su-57 et les S-500, des accords commerciaux et une déclaration commune. Moscou a besoin de l'Inde pour contourner les sanctions et écouler son pétrole à prix réduit. Et l'Inde trouve également son compte dans ce partenariat qui évite en plus de laisser le champ libre à la seule Chine. Gagnant-gagnant. Le poisson pourrit bel et bien par la tête. L'ancienne vice-présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini, a démissionné jeudi de son poste de rectrice du Collège d'Europe après son inculpation pour corruption. Cette figure de la gauche italienne fait face à des soupçons de favoritisme et de corruption lors de l'attribution en 2021-2022 d'un contrat de formation de diplomate de l'UE au collège. 2 autres personnes sont inculpées, dont un haut responsable de la Commission. Placée 10 heures en garde à vue, l'ex-patronne de la diplomatie européenne de 2014 à 2019 a été remise en liberté. Une victoire pour Donald Trump. La Cour suprême a validé jeudi la carte électorale du Texas par 6 voix contre 3. La majorité conservatrice a annulé une décision de première instance qui avait suspendu cette carte pour motifs discriminatoires raciaux, accusant les juges inférieurs d'ingérence injustifiée dans le processus électoral. Adopté en août par le Parlement texan, dominé par les républicains, cette redéfinition des circonscriptions ou gerrymandering partisane dilue les bastions démocrates, notamment les quartiers à majorité latino et afro-américaine, où Kamala Harris l'avait emporté en 2024. Jusqu'à 5 sièges supplémentaires au Congrès pourraient ainsi basculer dans l'escarcelle républicaine.
Yodelé Hihu, la Suisse a soumis en 2024 une candidature pour inscrire le yodel au registre mondial des patrimoines culturels immatériels de l'UNESCO, un dossier qui sera étudié du 8 au 13 décembre. Cette pratique vocale emblématique qui rassemble environ 12 000 passionnés dans les vallées helvétiques incarne un héritage vivant transmis de génération en génération via chorale familiale et même un master dédié lancé en 2018 à Lucerne. Ses racines enveloppées de brumes montagnardes remontent à des échanges transfrontaliers avec le Tyrol et l'Allemagne du Sud avant de conquérir les plaines américaines à travers l'émigration influençant le folklore country. La soprano Yvonne Eschenberger souligne la prouesse technique, alternance brutale entre poitrine et tête, un art exigeant patience et souffle. Ce soir, tête à clash et demain pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit le président des Patriotes, Florian Philippot, pour évoquer la diplomatie européenne contre la paix en Ukraine et le label Macron pour les médias. Dimanche, Saint-Nicolas, contre-enquête et terre de mission. Lundi, dès 7h, un zoom avec Laurent Aubertom sur son dernier roman. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fête à tous les Nicolas demain, notamment à ceux qui sont près de la station Maubert Mutualité. Bonne fin de semaine à tous.